Destination de rêve, croisière d'exception, aventure polaire. Bienvenue dans Au-delà de l'horizon, le podcast qui vous emmène là où le voyage commence vraiment. Une production Aéria Voyage. C'est assez facile d'imaginer la scène. On paye des dizaines de milliers de dollars pour des vacances de très grand luxe. On s'attend à une démesure totale, mettons. Exactement. Fait qu'on s'attend à toujours plus. Puis on découvre que la compagnie a volontairement détruit des centaines de cabines sur son navire. Ouais, et a éliminé une bonne partie des activités au programme en plus. C'est ça. Sur papier, on s'entend que ça semble être un très mauvais modèle d'affaires, non? Je veux dire, pourquoi un leader de l'industrie choisirait de réduire son offre comme ça? Surtout que, habituellement, à l'évolution du grand luxe, c'est vraiment une course à l'accumulation. Absolument. On s'attend à avoir plus de restaurants immenses, plus de dorures, des horaires qui sont remplis à la minute près. Mais c'est le réflexe classique de l'industrie hôtelière. Dans le fond, on a tendance à prouver l'exclusivité par le volume des options qu'on offre. Il faut que l'investissement paraisse. Ouais, il faut que l'investissement du voyageur soit visible, palpable, presque écrasant même, pour qu'il ait l'impression d'en avoir pour son argent. Sauf que, et c'est là que ça devient fascinant, quand on observe les véritables sommets de la conception d'expériences haut de gamme en ce moment, cette équation-là est complètement inversée. Totalement inversée, ouais. Le summum de l'exclusivité, ce n'est plus ce qu'on ajoute à l'expérience, c'est ce qu'on en retire. C'est un changement de paradigme assez radical. Vraiment, on entre dans une ère où le luxe ultime, c'est l'absence absolue de friction. Et c'est exactement ce qui nous amène au sujet de notre plongée au cœur de nos sources aujourd'hui. Une excellente plongée d'ailleurs. Mais parce qu'on va explorer l'évolution d'une marque qui a traversé les pires tempêtes pour émerger avec une philosophie vraiment à contre-courant. L'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre comment Crystal Cruisers, avec sa vision pour 2026, a survécu au bouleversement du début de la décennie. Et ils ont survécu en choisissant de se restaurer plutôt que de se réinventer de A à Z. C'est en plein ça, et toute notre réflexion aujourd'hui s'appuie sur un guide extrêmement détaillé. C'est un document rédigé cette année par Yvan Junior Blanchette, un spécialiste des voyages et croisières chez Aéria Voyage. Ce document-là est fascinant parce qu'il ne se contente pas de juste faire l'inventaire des lustres en cristal ou de lister les menus gastronomiques. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Exact. Il décortique littéralement l'ingénierie d'une expérience qui est conçue pour le temps long. C'est une analyse presque clinique de la psychologie du voyageur. Fait que c'est une étude de cas absolument captivante pour quiconque s'intéresse à l'industrie du voyage ou même de façon plus large à la façon dont on conçoit des environnements pour les êtres humains en général. Tout à fait. C'est une leçon sur l'espace physique, le temps non structuré, et surtout l'élimination de ce qu'on appelle les micro-décisions. C'est devenu la véritable définition du luxe. Bon, décortiquant tout ça. Allons-y. Je pense qu'il faut d'abord remettre les choses en contexte, faire un petit saut dans le temps. La marque a été fondée en 1988 et dès le départ, elle misait déjà sur une certaine retenue. Ouais, le contexte historique est vraiment la clé pour comprendre leur positionnement de 2026. À la fin des années 80, le concept de la croisière de luxe, ça cherchait encore un peu ses propres codes. Il n'y avait pas de modèle fixe. Exactement. Pendant que l'industrie de masse commençait à dessiner des navires de plus en plus gigantesques, genre des véritables villes flottantes. Les fameux méga-navires. C'est ça. Crystal bâtit sa réputation sur une restriction volontaire. On parlait de navires de taille moyenne, de ratio équipage-passager qui était beaucoup plus élevé et d'une cadence délibérément plus lente. Mais comme le souligne le guide Aéria Voyage, cette belle stabilité-là a fini par frapper un mur de briques. Un gros mur de briques, oui. Au début des années 2020, avec les difficultés financières majeures de leur société mère, mais les opérations de Crystal ont été complètement suspendues. La survie même de la marque n'était plus garantie du tout. Et ça, c'est le genre de crise existentielle qui pousse généralement une entreprise à, mettons, tout effacer. On change le nom, on repart à zéro. On essaie d'attirer une clientèle plus jeune avec des concepts complètement éclatés, mais ils n'ont pas du tout fait ça. Et ce qui est fascinant ici, c'est la décision que la nouvelle direction a prise lors du rachat. C'est un mouvement qui va complètement à l'encontre de toutes les doctrines habituelles de rentabilité. Comment ça? Prenons leur navire amiral, le Crystal Serenity. Il naviguait depuis 2003.
Lors de sa remise à neuf, qui était colossale pour la relance, au lieu de reconfigurer l'espace pour ajouter des cabines, Ce qui aurait maximisé les revenus logiquement. exactement. Au lieu de faire ça, ils ont fait l'inverse. Ils ont pris un navire conçu pour accueillir plus de 1000 passagers et ont réduit cette capacité autour de 740. Attends, 740, c'est une baisse énorme. C'est le quart des revenus potentiels de billetterie qui est volontairement sacrifié sur chaque traversée. Je suis fascinée. C'est quand même fou quand on y pense. C'est un peu comme rénover une immense maison ancestrale. Au lieu de la diviser en dizaines de petits condos locatifs pour faire un profit rapide à court terme, Ouais, on restaure minutieusement ces grandes boiseries. c'est ça. On garde les pièces immenses pour lui redonner son âme et préserver l'espace de vie. Dans le fond, on mise sur l'espace de respiration plutôt que sur la rentabilité au pied carré. L'image de la maison est super belle, mais je dirais que ce n'est pas tout à fait de la simple préservation historique dans leur cas. C'est de l'ingénierie inversée agressive. Ah oui, agressif comment? Ils n'ont pas juste restauré, ils ont activement détruit du potentiel de profit immédiat pour créer de la rareté, pour créer de l'espace. Ok, je vois. Dans l'industrie hôtelière navale, l'espace, genre le volume d'air autour d'un client, c'est la ressource la plus difficile et la plus coûteuse à offrir. Fait qu'en réduisant drastiquement la densité physique, on ne vend plus juste un itinéraire. Exact. On vend la garantie absolue de ne jamais, au grand jamais, se sentir encombré. Et ça, cette décision d'affaires-là de maximiser l'espace physique, ça mène directement à une autre réduction chez Cristal. Une réduction qui est peut-être encore plus importante dans le fond. La réduction de la charge mentale. Exactement. Le document des RIA Voyages aborde vraiment en détail leur modèle de tarification, ce qu'ils appellent le modèle ultra tout inclus. Ouais, un terme qu'on entend souvent mais pas appliqué de cette façon-là. C'est ça. Sur papier, ça comprend les repas dans tous les restaurants du navire, incluant les fameux établissements de spécialité comme Umi ou Ma. Et les boissons de qualité supérieure partout à bord. Ouais, les pourboires pour l'équipage, l'accès Wi-Fi. Le guide précise quand même que certaines excursions terrestres très spécifiques coûtent un supplément. Mais on s'entend que le terme tout inclus c'est devenu complètement galvaudé aujourd'hui, non? Ah, c'est clair. Ça a perdu de son prestige. On a tous en tête l'image du méga complexe hôtelier dans le sud, le bracelet en plastique fluo qui gratte le poignet, les buffets bondés à 7 heures du matin. La musique un peu trop forte à la piscine. Exactement. Alors, qu'est-ce qui différencie réellement le modèle de Cristol de ces usines à vacances-là? La distinction est fondamentale et c'est là que l'analyse d'Yvan Junior Blanchette devient particulièrement pertinente. Dans un complexe classique, le tout inclus, c'est souvent un modèle d'affaires qui est conçu pour masquer une qualité moyenne sous une quantité infinie. Fait qu'on t'en donne beaucoup pour que tu penses faire une bonne affaire. C'est ça. On donne beaucoup de nourriture ordinaire pour donner l'impression de gagner au change. Mais sur le Serenity, le modèle n'a pas une fonction financière pour le client. Il a une fonction purement psychologique. Comment ça, psychologique? Je veux dire, si c'est payé d'avance, ça reste une question de budget à la fin de la journée, non? Pas exactement. Si on pense au nombre de micro-décisions financières qu'on prend normalement en voyage. Du genre? Genre, est-ce que je prends ce verre de vin à 25 $? Est-ce que je dois calculer 18 % ou 20 % de pourboire pour le serveur ce soir? Ah ouais, le fameux calcul mental de fin de repas. Exact. Ou encore, est-ce que ça vaut la peine de payer le gros supplément pour le restaurant japonais? Même si les gens ont largement les moyens de payer, chaque fois qu'on doit signer une facture à 0 $ ou sortir une carte, notre cerveau, il sort du mode repos. Il entre en mode transactionnel. C'est en plein ça. En éliminant tout ça, Cristal efface complètement l'aspect transactionnel de la journée. Ah, je comprends. C'est l'élimination de la fameuse fatigue décisionnelle. Absolument. Les décisions, ces petites évaluations qui drainent notre énergie cognitive, sans même qu'on s'en rende compte, elles disparaissent. C'est fou pareil. Le guide note d'ailleurs que ce changement d'état mental-là devient rapidement l'aspect le plus apprécié par les clients, surtout sur de longues durées. Fac, ce n'est pas le plaisir de ne pas payer la bouteille d'eau pétillante qui compte. Non, c'est le luxe de ne même plus avoir à penser au processus mental pour l'obtenir. L'esprit a enfin de l'espace pour respirer, tout comme le corps a de l'espace physique dans les corridors. Mais, attends un peu. Si l'argent et les réservations ne dictent plus du tout le rythme de la journée, il doit y avoir un défi logistique colossal qui apparaît, non? Ok, oui, hein? L'envers du décor doit être complexe. Parce que l'atmosphère à bord du Crystal Serenity, telle que décrite dans la source, ça ressemble plus à une grande résidence privée qu'un navire.
On dit qu'il n'y a pas de compétition pour les chaises longues, pas de file d'attente. Ouais. Mais si aucun restaurant n'exige de réservation stricte et que, mettons, tout le monde décide soudainement de manger à 19h15, comment l'équipage fait pour que ça ne devienne pas un goulot d'étranglement infernal en cuisine? C'est là qu'est toute la magie invisible de leur ingénierie opérationnelle pour offrir cette flexibilité totale-là. Ou on peut passer d'un repas super décontracté à un souper multiservice selon l'humeur. Exactement. Pour faire ça, il faut une redondance massive en arrière-scène. Et honnêtement, ça explique en grande partie pourquoi ils devaient réduire la capacité d'accueil. Ah, la boucle est bouclée. On ne peut pas offrir l'absence de réservation si les cuisines et le personnel de salle sont calculés juste à la limite. Il faut des cuisines surdimensionnées, un personnel en surnombre, constant. Et j'imagine des technologies en arrière-plan. Absolument. Des algorithmes prédictifs basés sur les habitudes des passagers pour anticiper les flux. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire concrètement pour la dynamique à bord? Ça veut dire que le rythme quotidien n'est absolument pas dicté par un programme chargé. Tu ne verras pas de directeur de croisière au micro qui tente de gérer des foules pour le bingo de 14 heures. Dieu merci. Oui, exactement. Oui, il y a des conférences de haut niveau, des événements sociaux, mais ce sont de simples options. Fait que les invités créent vraiment leur propre rythme. C'est ça. Une marche matinale très tranquille ou un après-midi avec un livre dans un salon désert. L'architecture de l'expérience, elle repose sur la prémisse que la spontanéité, c'est ça, le vrai luxe. Et pour que cette spontanéité-là fonctionne sans accroc, ça demande un service d'une finesse assez rare. Très rare même. Le guide aborde la question du service chez Crystal et il parle d'un modèle basé sur l'observation silencieuse plutôt que sur la formalité. Oui. J'aimerais qu'on creuse ça un peu. Parce que dans le grand luxe, on s'attend souvent à un service très démonstratif, le majordome en gants blancs, les salutations hyper pompeuses. C'est un excellent point, ça. Le luxe traditionnel met vraiment l'accent sur la visibilité du service. Le personnel vient constamment vérifier si tout va bien, ce qui, paradoxalement, vient interrompre le client. Exact. Ça brise l'expérience du client. Chez Crystal, le personnel est formé pour observer activement, mais sans déranger. Il n'y a pas de vérification scriptée du genre « Est-ce que tout est à votre goût ce soir? » Concrètement, comment ils font pour anticiper sans poser de questions? Le texte de Blanchette dit qu'ils apprennent les préférences de café à une vitesse fulgurante. Je veux dire, ce n'est pas de la magie ou de la télépathie quand même. Non, hein? C'est de la gestion de l'information extrêmement bien rodée. Le serveur qui remarque que quelqu'un prend toujours un espresso allongé avec un nuage de lait froid au petit déjeuner. Il ne fait pas juste s'en souvenir pour le lendemain. Non, il entre cette donnée-là dans un système d'information interne ultra sophistiqué. Fait que quand la personne s'assoit dans un autre salon l'après-midi face à un serveur qu'elle n'a jamais vu de sa vie, le serveur connaît déjà ses préférences. Exactement. L'anticipation remplace l'interaction transactionnelle. C'est le serveur qui dépose discrètement le verre d'eau avec la bonne tranche de citron au moment où on s'assoit sans même croiser le regard pour ne pas interrompre une conversation en cours. C'est vraiment fascinant. Mais on va se le dire, sur une croisière estivale de 7 jours, qu'un serveur se souvienne de mon café, c'est un joli petit bonus. C'est charmant. Oui, c'est charmant. Mais sur un voyage court, l'être humain peut très bien tolérer de répéter sa commande ou de faire la file pendant 5 minutes. Ce n'est pas dramatique. Effectivement, sur 7 jours, l'impact de ce genre de système est un peu marginal, mais c'est là qu'il faut regarder à qui s'adresse véritablement ce produit-là. Exact. Ce niveau d'observation, cette absence de répétition, ça devient une nécessité absolue de santé mentale pour une catégorie très spécifique de voyageurs. Ceux qui s'embarquent pour des mois entiers. Exactement. C'est ici que ça devient vraiment intéressant parce qu'on touche à l'épreuve ultime dont parle le spécialiste des RIA Voyages. On parle des fameuses croisières autour du monde. Des voyages majeurs. Des voyages de 30 nuits, 60 nuits et même plus de 100 nuits consécutives en mer. Et le texte soulève une notion que j'adore. Le test de la constance. Ah oui, le test de la constance, c'est vraiment l'échelle de Richter du luxe. Les petites inefficacités qui sont, disons, tolérables sur un court séjour, elles se transforment en irritants majeurs avec le temps. Mettons une chaise un peu inconfortable. Oui, ou un service un peu lent le soir, ou une file d'attente de 3 minutes au buffet. Au jour numéro 3, on l'ignore. Mais au 50e jour de voyage, ça doit rendre fou. Ce petit irritant-là devient un frottement psychologique insupportable.
L'exploit d'un navire comme le Crystal Sérénité, c'est de réussir à maintenir la même fluidité opérationnelle du tout premier jour jusqu'au 100e jour. Fait que si le navire avait été conçu avec des goulots d'étranglement logistiques ou s'il y avait trop de passagers pour les espaces communs, ça deviendrait invivable après un mois? Totalement invivable. La réduction initiale de la capacité, la fameuse destruction des cabines dont on parlait tout à l'heure, ça trouve sa véritable justification ici. C'est la seule façon de garantir que l'espace reste un lieu de vie sain et apaisant, même après des mois de cohabitation. Mais poussons l'analyse un cran plus loin. J'aimerais faire une comparaison avec ce qui se fait ailleurs dans l'industrie. Bien sûr. Le document de référence mentionne d'autres géants du secteur ultra-luxe, des noms comme Regent, Seven Seas, Silversea et Seabourn. Si on regarde particulièrement Regent, leur modèle met un accent énorme sur des inclusions très structurées. Oui, le tout inclus absolu. Exact. Ils intègrent presque toutes les excursions terrestres dans leurs tarifs de base. Tout est pris en charge. En contrepartie, si Crystal n'inclut pas automatiquement ces excursions-là et n'offre pas cet encadrement rigide, est-ce que ça ne demande pas à leurs passagers d'être paradoxalement beaucoup plus autonomes et indépendants? C'est une excellente question. N'est-ce pas un risque pour une marque de luxe de dire, débrouillez-vous un peu? C'est une nuance très perspicace. Et le guide clarifie bien ces différences de positionnement, parce que toutes ces marques-là ne vendent pas la même psychologie du luxe. Regent Seven Seas, comme on le mentionnait, se concentre sur l'ampleur et la structure des inclusions. C'est très encadré. C'est une expérience clé en main. On ne se pose aucune question sur ce qu'on va faire demain à 9 h en arrivant au port. Et pour les autres? Silverseas, de son côté, s'est taillé une réputation très forte autour de l'expédition de luxe, le contact direct et parfois brut avec des destinations isolées comme l'Antarctique. Quant à Seabourn, l'expérience gravite autour de navires encore plus petits, créant une ambiance de yachting très intime, comme un club privé. Donc, ce sont toutes des définitions du luxe qui s'adressent à des attentes complètement différentes. Mais où se place Crystal là-dedans avec son fameux besoin d'autonomie? Le grand différenciateur de Crystal, ce n'est pas le volume d'activité encadré, c'est vraiment la constance de l'expérience interne dans la durée et l'espace. Il ne cherche pas à en mettre plein la vue avec des horaires surchargés. Non, Crystal ne cherche pas à impressionner un novice lors de la réservation en empilant des inclusions d'excursions. La marque cible des croisiéristes hautement expérimentés. Ceux qui ont déjà tout vu. Exact. Ces gens-là ont déjà vu le monde. Ils savent exactement ce qu'ils veulent et, surtout, ce qu'ils ne veulent pas. Ils ne cherchent plus à être tenus par la main à chaque escale terrestre avec un groupe de 40 personnes et un guide avec un petit drapeau. Ça se comprend. Ils recherchent une autonomie capale et un environnement de retour flottant qui soit calme, spacieux et imperturbable. Pour une traversée de 60 nuits, le choix entre un environnement hyper programmé et l'espace fluide de Crystal, ça devient le critère de sélection numéro 1. C'est vraiment fascinant de voir comment chaque marque a décodé une psychologie différente du voyageur. Au bout du compte, si on synthétise l'essence même de notre exploration à travers la lentille d'Erea Voyage, on réalise que l'évolution de Crystal, particulièrement celle du Sérénité en 2026, s'adresse à un public avec une maturité très spécifique. Une grande maturité de voyage, oui. C'est conçu pour les gens qui ont complètement dépassé le besoin d'être divertis à chaque seconde. Pour eux, l'abondance de choix est presque devenue une nuisance. Absolument. Le vrai luxe, le luxe ultime d'aujourd'hui, c'est l'absence de friction. C'est la certitude d'une cohérence absolue du service sur plusieurs mois et ce privilège inouï de posséder de l'espace physique et mental pour simplement exister. Si on relie ça à la vue d'ensemble, cette analyse nous offre bien plus qu'une simple évaluation des opérations d'une compagnie de croisière. Qu'est-ce qu'on en tire globalement? C'est une leçon philosophique sur la façon de concevoir une véritable expérience de prestige au 21e siècle. Le retrait intentionnel des décisions constantes, cette suppression chirurgicale des microtransactions et des contraintes d'horaire, ça libère littéralement l'esprit humain. On n'est plus dans le calcul constant. Exact. Ça permet d'habiter le moment présent, d'apprécier la lenteur, plutôt que de toujours planifier frénétiquement l'étape suivante. C'est un concept tellement puissant et ça pousse inévitablement à une réflexion beaucoup plus large.
Si on y pense bien, si la véritable définition du luxe, du bien-être et de la paix d'esprit dans l'industrie du voyage repose sur la réduction de la fatigue décisionnelle et sur l'importance d'un service basé sur l'observation silencieuse, Ouais. on peut sérieusement se demander à quel moment ce modèle d'affaires-là va déborder de l'industrie maritime. Ah, c'est un point super intéressant. Imaginez un instant si nos environnements de travail, à long terme, mettons nos grands complexes de bureaux professionnels, adoptaient cette philosophie-là. De l'espace et moins de friction, ça serait génial. Ou encore mieux, imaginez si nos futures résidences pour aînés étaient conçues sur ce modèle précis du temps non structuré et de l'espace sans friction. Wow, ça changerait tout. De concevoir la vie quotidienne à long terme, non pas autour des horaires stricts de cafétéria et d'activités obligatoires, mais autour de l'espace de respiration de l'individu et de la fluidité des choix. Un vrai changement de société. De se concentrer sur ce qu'on peut retirer pour alléger la journée plutôt que sur ce qu'on peut ajouter pour l'occuper. C'est vraiment de quoi nourrir de profondes réflexions bien au-delà de l'océan. Et c'est ce qui clôture notre exploration de ce guide éclairant. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans nos sources. Vous venez d'écouter Au-delà de l'horizon, une production Aeria Voyage. Pour en savoir plus sur les destinations et les compagnies présentées dans cet épisode, visitez notre site web au www.aeriavoyage.com, voir tous les détails dans la description. N'oubliez pas de liker et de partager le podcast avec votre famille et vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour être certain de ne rien manquer. À très bientôt.